questions tout à l'heure, rassurez-vous. Mais avant, j'aimerais que Elisabeth Pouchelon intervienne sur l'aspect de la télémédecine. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je vous ai fait un petit diaporama qui n'est surtout pas exhaustif sur le sujet, parce que c'est un sujet dont on pourrait parler toute une soirée. Et je pense que vous aurez des questions à poser, puis on ira peut-être plus au fond de ce qui vous intéresse davantage. Donc simplement pour vous dire que finalement, la médecine, depuis la découverte du stéthoscope, n'a pas trop évolué dans son examen médical, puisque depuis 140 ans, on continue à examiner son patient tout proche, dans ce que l'on appelle le colloque singulier entre le patient et le médecin. Et donc cet examen, même si bien sûr il s'est assorti de certaines technologies qui ont progressé depuis 140 ans, reste quand même un examen qui est toujours identique avec l'auscultation, la palpation, la percussion, comme l'ont enseigné nos maîtres depuis maintenant des décennies. Suivante. Pourtant, on a l'impression qu'on est en train de vivre une évolution un petit peu de cette pratique de la médecine. On verra que finalement, ce n'est pas du tout incompatible avec le contact et le colloque particulier avec son patient. Et on peut dire que finalement, la médecine à distance descend sur Terre. Pourquoi ? Parce que, en fait, cette médecine à distance, elle a été, on le verra d'abord, elle est plus ancienne qu'on ne le pense, mais elle a été vraiment conçue et elle a fait énormément de progrès lorsque des médecins se sont intéressés à ce qui se passait dans l'espace et lorsqu'on a imaginé qu'un jour, des terriens seraient sur Mars et qu'il faudrait peut-être les soigner ou les examiner à distance. Donc on a élaboré des technologies, et le CNES ici à Toulouse a élaboré des technologies, en particulier des échographies que l'on pourrait faire à distance par un système de robots, et qui a été, l'expérience a été concluante dans l'espace. Et maintenant, ces robots, bien, finalement, ils descendent sur Terre et on peut les utiliser dans le quotidien, dans certains hôpitaux, même si ce n'est pas encore, bien sûr, quelque chose d'excessivement diffusé. Donc finalement, examiner, voire soigner un patient à distance, ce n'est plus vraiment futuriste, c'est quelque chose que l'on peut faire dès maintenant. Et si au début c'était destiné à des situations relativement exceptionnelles, on avait donc l'espace, mais aussi des situations géographiques exceptionnelles, la haute montagne, les personnes excessivement éloignées, les marins, etc. Bien maintenant, on arrive à une pratique beaucoup plus courante de la télémédecine. Voilà, alors, vous voyez, c'est plus ancien qu'on ne croit, puisque finalement la télémédecine, si on veut dire, en 1905, c'est la première transmission de l'électrocardiogramme à partir des lignes téléphoniques. En 1948, c'est une image radio qu'on a transmise par les mêmes moyens, par les lignes téléphoniques de l'époque. C'était les câbles en cuivre, c'était pas le téléphone actuel. 1959, la première consultation psychiatrique à distance. Suivante. Et puis on arrive à ce qui est vraiment la technologie très moderne, qui est la chirurgie assistée par robot. Mais c'est aussi quand même pas si récent que ça, puisque la première expérience est en mai 98, par une équipe française, le professeur Carpentier, à l'hôpital Brousset, qui a pratiqué avec succès, pour la première fois, une intervention à corps ouvert avec l'assistance d'un robot manipulé par l'ordinateur. En 2001, première opération chirurgicale à plus de 7000 km de distance, vous l'aviez évoqué, monsieur, entre New York et Strasbourg, par le professeur Maresco, sur une chirurgie de vésicule biliaire. Et puis en 2009, il y a une étude très intéressante qui a montré dans le BMJ, le British Journal of Medicine, que finalement la chirurgie assistée par robot était parfaitement sûre et qu'elle donnait les mêmes résultats que la chirurgie classique. Donc vous voyez qu'en quelques années, c'est quelque chose qui s'est imposé comme une technique tout à fait intéressante et qui donc finalement n'est plus réservée à des situations exceptionnelles. Et on pourra en reparler parce que finalement c'est une technique excessivement sûre où même le geste du chirurgien va gagner en précision, bien que ça se passe à distance, par l'intermédiaire de ce robot qui, pour certains actes, va donner encore beaucoup plus de précision à l'acte chirurgical. Alors en France, en 2013, on est un peu plus on rentre dans des situations un petit peu plus simples et peut-être moins futuristes. Et bien en 2010, il y a un décret qui est sorti qui a officialisé un petit peu la télémédecine. Dans cette loi sur l'hôpital patient santé territoire, on a défini la télémédecine qui était jusqu'à présent dans une période tout à fait expérimentale, avec beaucoup de
projet qui s'était développé, et donc avec la volonté de généraliser la télémédecine dans les pratiques médicales. Alors on a défini 5 situations de télémédecine. La téléconsultation, ça vous comprenez bien, c'est une consultation à distance, et effectivement c'est tout simplement une webcam qui peut permettre de le faire. La télé-expertise, là c'est une demande entre spécialistes, où on peut demander le conseil d'un spécialiste, on peut lui envoyer des documents, de l'imagerie, etc., pour avoir l'avis de notre spécialiste dans un domaine donné. La télésurveillance, là c'est un peu différent parce qu'on aura certainement besoin de plus qu'une webcam, on a besoin de capteurs, on a besoin d'éléments pour surveiller le patient. Ça peut être, c'est aussi déjà, des balances électroniques, des prises de tension, des prises de saturation, des paramètres qui peuvent être connectés par Internet, envoyés par Internet, analysés par Internet pour surveiller des patients à distance. Et on verra qu'il y a même des éléments beaucoup plus sophistiqués puisqu'on peut surveiller tous les jours, par exemple, des défibrillateurs implantables, des pacemakers, etc., par des moyens donc, de télésurveillance. La téléassistance, eh bien, c'est l'aide que l'on peut apporter à un autre praticien à distance. Et, je fais un acte médical, une échographie un peu compliquée. J'ai un collègue plus compétent que moi qui peut m'aider à distance à faire cet acte parce que j'ai besoin d'une compétence supplémentaire. Et puis la téléréponse, là c'est beaucoup plus simple, c'est la réponse par téléphone, etc. C'est quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas considéré comme un acte médical authentique. Suivant. Alors, les buts dans cette décret, etc., c'était essentiellement de pallier aux déficits médicaux sur le territoire. Je n'aime pas parler de déserts médicaux, parce que je crois que vraiment en France, on est très très loin des déserts médicaux, mais c'est un autre sujet. Mais bon, il y a effectivement des variations de la densité médicale en fonction du territoire géographique, surtout selon les spécialités, etc. Et donc, c'était un des buts de cette télémédecine. Le but principal, c'est de pallier à ces déficits avec une enveloppe financière qui a été mise à disposition des agences régionales de santé pour développer des projets de télémédecine. Alors, je vous en cite quelques exemples, mais je crois que dans la discussion, on pourra en aborder d'autres. Mais par exemple, il y a des sujets qui touchent, par exemple, les urgences. Et en premier lieu, beaucoup d'expériences ont été faites sur les accidents vasculaires cérébraux. Vous savez qu'un accident vasculaire cérébral, on sait que dans certains cas, on peut faire ce qu'on appelle une thrombolyse, c'est un caillot qui se constitue dans une artère du cerveau, et on peut faire une thrombolyse, c'est-à-dire on essaie de dissoudre ce caillot pour éviter les séquelles de cet accident vasculaire cérébral. On sait que là, il y a une contrainte de temps importante, plus tôt on agit, et bien moins on aura de séquelles. Bien, la télémédecine peut permettre, chez quelqu'un qui est à distance d'un neurovasculaire compétent pour prendre la décision, et bien d'accélérer le temps de diagnostic et donc le temps de traitement, si l'on peut, à distance, communiquer l'examen médical du patient, éventuellement l'imagerie, une radio, un scanner, un IRM, à un médecin neurologue spécialisé dans le domaine que vous ne trouverez pas sur l'ensemble du territoire à 2 km de chez vous. Donc ça peut être un moyen d'accélérer le diagnostic et d'accélérer le traitement qui peut après se faire de façon assez simple. Donc ça, c'est le traitement d'une urgence qui est l'accident vasculaire cérébral. Une autre chose qui, alors, n'a rien à voir au contraire avec les urgences, mais qui est le suivi des pathologies chroniques. Et par exemple, les porteurs de prothèses cardiaques, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple, les patients qui portent du pacemaker ou des défibrillateurs implantables, qui sont des appareils qui ont les moyens d'avoir une surveillance quasiment continue de la façon dont ils fonctionnent. En particulier, les défibrillateurs sont des personnes qui ont des maladies cardiaques qui peut leur provoquer ce qu'on appelle une fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire un trouble du rythme grave qui entraîne le décès si l'on ne fait pas un choc électrique. Il y a des appareils que l'on met sous la peau qui sont capables de délivrer un choc électrique lorsqu'ils analysent l'électrocardiogramme et qui détectent la fibrillation ventriculaire. Ces appareils, il faut les surveiller parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent des chocs inappropriés ou qu'ils ne choquent pas alors qu'il y a une véritable fibrillation ventriculaire. Donc il y a des surveillances, il y a des mécanismes de surveillance à distance de ces prothèses et on peut avoir un suivi à continu alors que c'est des patients qui devraient consulter tous les 3 mois, tous les 6 mois, ce qui est quand même excessivement contraignant pour le patient, qui a un coût, etc. Et on a des moyens maintenant de suivi à distance de ces prothèses. Donc c'est un progrès, vous voyez, qui va
beaucoup plus loin que de traiter le désert médical, etc., mais qui est dans le traitement de la maladie chronique et de tout ce qu'elle implique de suivi régulier, que l'on peut simplifier et rendre plus confortable finalement et plus efficace à un patient qui est porteur d'une maladie chronique, en évitant les événements graves, en évitant les réhospitalisations, etc., qui sont le lot de ces maladies chroniques. De la même façon, on a la télésurveillance, par exemple, des patients dialysés chroniques, avec des surveillances de poids, etc., qui peuvent leur permettre de les suivre à long terme. Donc, dans les maladies chroniques, il y a vraiment, dans la télésurveillance, des potentialités énormes. On pourra en parler. Alors donc, voilà, donc on est bien au-delà du problème des déserts médicaux, on est plutôt dans l'amélioration de la qualité générale des soins. Et je crois que c'est surtout comme ça qu'il faut voir la télémédecine. Il ne faut pas le voir que comme simplement pallier l'absence d'un médecin à un endroit donné. Ça peut être le cas, mais c'est aussi des tas de situations où la télémédecine va permettre d'améliorer la qualité des soins et le confort du patient. Alors il y a quelques notions quand même qu'il faut avoir en matière de télémédecine. C'est que c'est une pratique qui doit être basée sur la confiance et sur l'accessibilité. On le reverra au niveau du patient lui-même. C'est une technique qui améliore la qualité des soins. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des possibilités de coopération entre les praticiens médicaux ou les paramédicaux, une mise en complémentarité des compétences, une optimisation aussi du temps médical, de façon à avoir par exemple à certains moments des réunions de conférences pluridisciplinaires, etc., autour d'un cas médical particulier, coordination des ressources médicales et paramédicales. Mais il faut respecter l'éthique et les droits des patients, c'est très important, suivant. Et il faut donc toujours, dans ces procédures de télémédecine, un code de bonne conduite, avec un devoir d'information du patient. On demande chaque fois le consentement du patient, c'est très important, il doit l'informer de ce que c'est que la télémédecine. Et puis, il y a des problèmes qui ne sont pas toujours clairs et qui seront clarifiés certainement plus tard par la jurisprudence, c'est le problème de responsabilité. Qui est responsable de l'acte qui est délivré par télémédecine, surtout quand il y a plusieurs intervenants. Et il faut donc une traçabilité totale de ce qui est pratiqué pendant l'acte de télémédecine. Ce qui explique qu'il y ait des vraies procédures qui soient mises en place pour ces actes de télémédecine. Donc c'est une vraie évolution culturelle à la fois dans le milieu médical et chez les patients pour accepter ce type de relation qui va transformer notre médecine, qui ne va certainement pas remplacer le contact et le colloque singulier entre le patient et son médecin, mais qui peut le compléter et qui peut surtout améliorer la qualité de vie du patient et son suivi médical. Suivant. Alors les évolutions à venir de cette télémédecine, elles vont dépendre de beaucoup de choses, elles vont dépendre des réseaux et des réseaux Internet qui ont déjà beaucoup évolué, la fibre, le satellite, etc., qui vont permettre des possibilités de transmission bien améliorées. Les solutions nomades, c'est-à-dire les tablettes, l'iPhone, l'iPad, etc., qui transforment complètement les notions de télémédecine. Comme vous le disiez, la télémédecine jusqu'à présent, c'est un vrai studio de télévision. On se met dans une salle avec des connexions très très compliquées, ce qui a beaucoup ralenti la diffusion de cette méthode et qui la rend très complexe. Et la demande et des patients et des praticiens, c'est d'aller vers les solutions nomades, et donc sur des tablettes, sur des terminaux nomades. Et la photo que j'avais mise là, j'ai quelque chose qui s'est mis entre voilà. C'est une personne de 90 ans qui a un iPhone, un iPad, et on y arrive. Nous tous, à 90 ans, nous aurons un iPhone, un iPad. Bien évidemment, on aura certainement autre chose. Voilà, donc je crois que voilà, on évolue vers ces solutions-là. Donc, et ça fait énormément bouger les procédures de télémédecine. Donc ensuite, les technologies qui vont évoluer, je vous montrerai 2 ou 3 exemples tout à l'heure, les mentalités, mais reste un sujet qui est toujours sensible, en particulier dans notre pays, c'est les financements. Parce que j'ai fait un colloque récemment sur la télémédecine, on nous expliquait que par exemple, on pouvait faire une consultation spécialisée dans les maisons de retraite pour les patients porteurs de troubles cognitifs. Bon. Un malade qui a des troubles cognitifs, si vous le sortez de sa maison de retraite, vous l'amenez à l'hôpital, vous l'hospitalisez 3 ou 4 jours pour qu'on l'étudie, pour qu'on voit quel type de trouble cognitif il a et comment on peut le traiter, etc., eh bien, c'est la pire des solutions pour nous.
Donc c'est vrai que l'observer dans sa maison de retraite, le filmer, etc., puis se mettre autour d'une table tous ensemble pour en parler et essayer d'avoir avec les paramédicaux, les soignants, la famille, etc., un avis sur ce patient, c'est merveilleux. Seulement ça prend des heures. Des heures. Vous filmez un patient, il faut récupérer les séquences qui sont intéressantes, vous vous mettez autour d'une table, vous passez des heures de discussion, etc. Ça n'est absolument pas prévu au niveau du financement. Donc dans les systèmes salariés, les hôpitaux publics, bon, mais ils le font sur leur temps de travail salarié, donc ça ne va pas prendre une grande ampleur parce que bon, le temps n'est pas extensible à l'infini. Et dans le milieu libéral, ben, pour l'instant, ça ne se fait pratiquement pas, ou de façon très occasionnelle, parce que bien, ce temps, il faut le rémunérer, et pour l'instant, les financements sont pas. Donc c'est vrai que le problème du financement est un vrai problème pour le développement de ces procédés. Mais vous voyez, on a déjà quand même des moyens qui évoluent. On a ce qu'on appelle des cabines automatisées d'examen médical. Je vais passer à la suivante, où on peut, le patient s'installe dans cette cabine, on peut lui prendre le pouls, la tension, l'électrocardiogramme, la saturation, et on a maintenant même des cabines plus évoluées où on a des capteurs qui peuvent palper à distance le patient, on a des haut-parleurs pour écouter les mots du cœur, etc. Donc vous voyez, la technologie n'a pas de limite et je ne me fais pas de soucis là-dessus, on pourra tout faire à distance. Après, c'est la façon dont on le fait, c'est pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça peut apporter surtout de plus à nos patients. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, c'était super et ça donne des perspectives. La technique, quand même, apporte énormément de choses sans qu'on oublie, comme je le faisais remarquer tout à l'heure, la liaison du médecin avec son malade. Bravo pour cet exposé, tout à fait intéressant.